Bon matin sur France 3 Bretagne, je suis ravie de vous retrouver. Notre invitée formidable du jour est une battante au caractère bien trempé. Ada Guerchous, merci d'être avec nous. La natation vous a révélé double championne paralympique à Atlanta et Barcelone. Vous avez décidé de poser vos valises, voilà, 30 ans dans notre région. Et vous en avez fait des belles rencontres comme Sacha et Audrey Loos que vous accompagnez en coaching et des amis qui comptent beaucoup pour vous, comme Servane Letellier. Merci à toutes les quatre d'être là ce matin. Alors Ada Guerchous, je voulais commencer par une image qui date d'il y a 1 an. Vous allez la voir dans quelques instants. D'abord, je voulais vous dire que vous êtes rayonnante. Qu'est-ce qu'elle suscite pour vous, cette image? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette image? Alors, cette photo, elle a été prise pendant les championnats de France. Oui, c'était les championnats de France de natation. Et eh bien, elle représente la réussite. Ouais, la Parce réussite. que là, c'était avec mes pères, les valides. Et c'était un moment génial. C'était la préparation. Donc, je croisais les stars de la natation. Et c'est moi qui étais interviewée. Donc, c'était trop la classe. Et c'est la ligne 8 de la piscine Oui. de Bréquigny, cette ligne 8. Ouais, c'est là que j'ai réappris à nager avec Michel Leblanc, un entraîneur un peu dingue, mais qui m'a appris mon métier de nageuse et d'éduc sportive. Et cette ligne 8, c'est là, oui. On peut dire que vous en avez bouffé dans cette ligne 8. Des kilomètres et de l'eau, j'en ai bu avec les vagues. Enfin bref, la ligne 8, elle m'a révélé, et le 8, c'est l'infini. Hein. D'ailleurs, vous disiez que c'était un petit peu votre résidence secondaire. Oui. C'est là aussi que vous avez rencontré dans ces bassins à Rennes Ada Guerchous, Servane Letellier. Est-ce qu'il y a un premier souvenir qui vous vient? La première fois que vous avez rencontré Ada Guerchous? Enfin, pas elle rencontrée, mais de l'avoir vue, oui. Mon premier souvenir, oui, je la vois sur le bord du bassin, donc au bout, là, par rapport à cette photo, derrière les plots, à côté de notre entraîneur, effectivement, Michel, 1m92, Ada, à côté, avec ses petites cannes, et qui lui parlait. Et nous, on ne savait pas ce qu'il en retournait. Et c'est au moment où elle a échangé avec lui pour la première fois pour pouvoir venir nager avec nous. Et avec nous, des valides, ouais. Avec des valides. On était tous relativement jeunes, hein, 18, 20 ans. Et c'était notre première confrontation avec le monde du handicap, dans le sport en tout cas. Et nous, on a été assez contents de... Et d'ailleurs, cette de petite cette photo de classe. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le groupe. Ouais. C'est ce groupe-là, oui. C'est peu Pourquoi de temps après, ça, oui. Ada Guerchous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans l'eau? Une liberté. Parce que dans l'eau, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de béquille, il n'y a pas d'appareillage. Et la natation est le seul sport que l'on peut pratiquer, quel que soit le handicap. Donc, on se débrouille avec ce qu'il reste. Et le fait de pouvoir se débrouiller, de se démerder, il n'y a pas d'autre mot, avec ce qu'il reste, eh bien, c'est de bon augure pour la vie terrestre et l'avenir. Et vous dites souvent que la natation a bouleversé votre vie. Ouais, oui. La natation, alors elle a bouleversé ma vie dans le sens où j'ai compris que dans l'eau, c'était une belle porte de sortie pour me réapproprier mon corps. Parce que mon corps, il ne m'appartenait pas. Il était plutôt dans le soin. Et le fait d'être dans l'eau et de voir ce que j'étais capable de faire dans l'eau et que mon autre jambe bougeait alors que sur Terre, elle ne bouge pas, eh bien là, je me suis dit, je peux redessiner les contours d'un destin que je pensais enfermé. Entre la Ada qui est arrivée dans les années 90, dont on a vu la photo, et celle qui donnait encore des cours là-bas en 2020, c'est le grand écart. Qu'est-ce qui a changé profondément en vous? Eh bien, je vais dire, déjà j'ai pris du poids. Et quand tu as fait de la compète à haut niveau, il faut accepter que le corps change. Donc la différence, c'est qu'avant j'avais un corps musclé et aujourd'hui c'est plus musclé le mental. Oui, c'est ça. Et le moral, et pouvoir transmettre à l'autre la capacité de se dépasser autrement. Alors, je crois qu'il y a d'autres nageuses aussi parmi nous. Sacha, toi aussi, tu nages? Oui. Qu'est-ce qui te plaît, toi? Commencer... en fait, l'eau, j'aime beaucoup ça parce que... Tu te sens bien? Libre. On se sent libre. On se sent très libre? Ouais. D'accord. Alors, il s'en est passé beaucoup de choses en Bretagne pour vous et d'ailleurs ailleurs. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, on va partir retrouver Evan. Evan qui est à la gare de Rennes ce matin. Et il y a un train un petit peu particulier qui va circuler.
Et oui, un train plein de bonnes ondes, et c'est en votre honneur, Ada, qu'on a décidé d'être là ce matin, le train de la relance. Et vu que vous aimez la ligne 8, sachez qu'on est en plus sur la voie 8, si ça, c'est pas un signe. Alors Gilles, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Reporters d'Espoir, Oui. qui est partenaire de ce train de la relance. Voilà, si vous aviez un doute, on est bien dans une gare. Oui. Expliquez-nous en quoi consiste ce train qui sillonne la France tout au long du mois de septembre. Ce train, c'est 12 villes, 12 dates, 12 gares à la rencontre des Français pour comprendre leurs difficultés, les problèmes qu'ils ont rencontrés pendant la crise, mais aussi les solutions. Tous les trésors qui ont été déployés pour la solidarité, pour la transition écologique, pour le lien social. Il y a plein de choses qui se sont passées. On veut les mettre en avant. Que du positif. Que du positif, des problèmes et des solutions. Oui. Et ce train, c'est aussi pour montrer concrètement ce que c'est que ce plan de relance, 100 milliards d'euros dans l'économie, ça peut paraître un peu abstrait. Et en fait, ça s'incarne assez concrètement dans des associations, dans des entreprises, pour des particuliers aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, on a rendez-vous avec la sous-préfète de Bretagne qui nous expliquera un peu plus en détail ce plan. Mais on est aussi là pour parler de Reporters d'Espoir, votre association. Est-ce que vous pouvez, avant de monter dans le train, nous expliquer un peu les valeurs que vous défendez ? Oui, Reporters d'Espoir, c'est une ONG qui a été créée il y a une quinzaine d'années, en partant du principe que l'information était assez négative, que les gens trouvaient qu'on ne leur donnait pas assez de pistes pour agir et se projeter. Et donc on s'est dit, Reporters d'Espoir, faire en sorte que nos confrères, nos consoeurs, journalistes, couvrent davantage les initiatives qui font la richesse des territoires, des régions. Et donc ça fait 15 ans qu'on travaille sur... Alors on met à l'honneur les journalistes qui font des reportages, qui sont les premiers à couvrir une initiative. Alors attendez, vous allez nous raconter comment justement vous faites tout ça. Mais avant, parlons concret. On va rentrer dans le train. On rentre dans le train. Ça risque de bouger un petit peu avec la caméra. On va essayer de ne pas perdre Hervé Jacques, notre caméraman. Parce qu'en fait, Gilles, ce qui est quand même carrément la classe, c'est que vous avez votre propre wagon à bord de ce train de la relance. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous y faites ? Vous voyez, on a un plateau radio. Donc en fait, on fait 36 heures d'émission pendant tout le périple, pendant un mois. Et on reçoit ici des entrepreneurs, des citoyens, des particuliers, des associations qui viennent nous raconter ce qu'elles font concrètement, qu'elles travaillent dans le secteur maritime, dans la création de liens sociaux, l'insertion des jeunes. Où est-ce qu'on peut les retrouver, ces émissions ? On peut les retrouver sur notre site, sur reportersdespoir.org. Vous aurez 36 heures d'émissions, en podcast, en vidéo, etc. Et alors, pour revenir sur les actions concrètes que votre association met en place justement pour soutenir le journalisme de solutions, les bonnes initiatives. Oui. Brièvement, comment ça s'articule ? On met des prix pour mettre à l'honneur les journalistes et le travail formidable qui est fait partout en France et dans le monde par des professionnels de l'info. On a un laboratoire d'études et de recherche dans lequel, par exemple, on a créé une plateforme numérique pour agréger et mettre à disposition des journalistes tout un tas d'initiatives. Il y a plusieurs milliers d'initiatives à leur disposition. Et puis, on a un programme qui s'appelle la France des solutions. On rassemble 50 médias le temps d'une journée. C'est les 24 heures pour les solutions. Et voilà, il y a la presse quotidienne régionale. Vous faites un peu vous centralisez les bonnes initiatives pour les redispatcher dans la presse. Voilà, et inspirer un maximum de Français. Donc si vous nous regardez et que vous avez des bonnes initiatives en local, n'hésitez pas à contacter Reporters d'Espoir, parce que vous pourriez peut-être décrocher un sujet au journal de 20h. Oui. C'est ça. Ou alors sur cette super web radio. Ouais, c'est déjà pas mal notre studio. D'ailleurs, je peux m'entraîner à faire un petit lancement ? Ah bah oui. Non, je rigole. On va vous épargner ça. On se retrouve dans quelques instants avec un porteur de projet, cette fois-ci, qui a été soutenu par le plan de relance. Et ça risque de vous plaire, Ada, parce qu'il y a un petit lien avec l'eau. Vous verrez tout à l'heure. Surprise, à tout à l'heure. Evan, vous connaissiez un petit peu Reporters d'Espoir ? Je trouve ça génial. Ah, vraiment. Ça me donne des idées. Et vous qui avez été engagé dans beaucoup d'associations, cet engagement, il vous vient d'où ? Eh bien, je pense que quand on a fait du sport, c'est dans le milieu associatif et c'est toujours à travers des rencontres. Comme à l'école, on va rencontrer le prof qui va nous valoriser. Eh bien, dans le monde du sport, c'est la même chose. Et il y a comme un besoin de rendre ce qui nous a été donné. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette... ce besoin de transmettre ce qu'on a pu me donner. Alors, on ne pouvait pas évoquer votre parcours sans parler des JO, des JO paralympiques. 1992, date marquante pour vous, vos premiers JO à Atlanta. Non, à Barcelone. À Barcelone, et une médaille. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on touche La première fois, je me suis sentie rassurée. Parce que c'est une époque dans laquelle on n'était sélectionné que si l'on était médaillable. Alors qu'aujourd'hui, on est sélectionné autant.
Et donc, repartir avec une médaille, ça voulait dire que je validais le choix du sélectionneur. Donc, c'était plutôt... Et 4 ans après, une autre médaille. Ouais, et celle-ci, elle valait cher. Ouais, elle valait cher. On va la voir à l'image bientôt. Ouais, oui, parce que là, je suis très, très... très, très heureuse. Là, j'arrêtais pas de chanter le rêve bleu parce que quand je suis arrivée au jeu, j'apprends que j'ai le record du monde et que je l'avais battu 2 fois. D'accord. Donc, en ce temps-là, on communiquait pas trop sur la natation handisport. Et j'arrive, recordman du monde, record woman, un truc incroyable. Donc, 4 ans que je me battais contre moi-même. Du délire. Et quand il y a eu la série, eh bien, j'ai dit aux potes, vite, on prend une photo parce que le record du monde, il va tomber à la première série. C'est exactement ce qui s'est passé. En finale, eh bien, j'ai le 4e temps avant de plonger. Et donc, la fille qui fait le 3e temps, je ne l'avais jamais fait de ma vie, et je fais le 3e temps. Ouais. J'ai explosé mon temps. Et une immense fierté. Hein. Ouais. Quand vous êtes revenu à Rennes, je crois que ça a été une immense fête aussi. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Nous, on a bien profité. Pour vous, ça représente Nous, on quoi l'a bien soutenu. Ouais. Alors, je ne sais plus laquelle on a le plus fêté, mais... Les deux, déjà. Barcelone. Barcelone, bien je pense que fêté. la première, ça a Ouais. été quand même... Un exploit. Ah ouais, là, Ouais. nous, puis on était vraiment le petit groupe derrière, là, ce petit groupe qu'on a vu tout à l'heure. On était en t-shirt là-bas, on était avec elle hein, à Barcelone sur le t-shirt. Donc on y était, donc oui, c'est les retours, nous on attendait ça. Par contre, pas de médiatisation, donc nous on savait rien de ce qui se passait, contrairement à aujourd'hui. Hein, donc on attendait les retours. On parle de médiatisation, les JO 2024 viennent de s'achever, les JO paralympiques. J'imagine que vous avez regardé ça avec attention. Je n'ai fait que ça. Ouais. J'ai pris des vacances pour regarder les Jeux olympiques et ensuite les Jeux paralympiques. Et c'est vrai que la médiatisation, eh bien, tant mieux. Ouais. Et puis en plus, autant les Jeux olympiques, j'ai ressenti le collectif, la force du collectif. Et pour les Jeux paralympiques, eh bien, j'ai ressenti la résilience, Ouais. la capacité à rebondir et l'inspiration. À chaque fois, ça me... Et même quand j'y étais, je ressentais de l'inspiration. Et vous aussi, vous trouvez, Sarvan Lotoli, j'imagine que vous avez regardé aussi, qu'on avance quand même sur cette question de la médiatisation du sport de haut niveau pour les personnes handicapées? Je trouve. Là, j'ai été hyper surprise et agréablement surprise Ouais. de toute cette retransmission, de 7h à 15h tous les jours. Ouais. Même sur Internet la nuit. Enfin, vraiment, je ne pensais pas. Et ouais, j'espère que ça va donner envie. Enfin, moi, dans mon entourage, comme je suis kiné, j'ai des patients qui ont vu pour la première fois des compétitions en e-sport. Et effectivement, ils ont découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et peut-être que ça va donner envie, justement, des gens comme Sacha, de se dire, bah oui, moi aussi, je peux y aller. Moi, j'espère que ça, quoi. J'attends qu'il y ait des gens qui m'en parlent au cabinet. J'attends que ça, là. Ça... Tu avais envie, toi, Sacha, de regarder un petit peu les Jeux paralympiques? Tu as eu le temps un petit peu? Oui, mais en fait, comment je voyais pas souvent les athlètes? Bah, pas les athlètes, mais ceux qui faisaient de la natation souvent. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup de moi. Voilà. Ouais. D'accord, ça t'intéressait moins. Ouais. Alors, après les JO qu'on a vus à Daguerchouch, vous allez devenir éducatrice sportive, 10 ans plus tard, coach. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous de travailler dans le monde du handicap en ayant un handicap? C'est vrai, c'est une bonne question. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, les handis m'inspirent. Alors au début, j'étais dans ce milieu parce que j'avais besoin de me réparer. Même si je faisais du haut niveau, il y avait toujours cette histoire avec le handicap. Quand je suis avec moi-même, c'est OK. Et dès que je me compare aux autres, ça y est, c'est compliqué. Et donc, de me rendre compte que j'arrivais à faire des choses, j'avais besoin, c'est toujours ce côté de transmettre et de donner envie aux handis de se bouger. Et donc, ensuite, est arrivé le coaching pour encore donner plus d'outils. Et finalement, je me disais, si un handi arrive à faire ça, ça veut dire que le valide, il peut tout faire encore plus.
Et il y a toujours ce côté inspirant. Ouais, vous allez même jusqu'à dire que vous êtes passionné. Je suis passionnée par les handis. C'est #fière d'être handi. C'est ma passion. C'est très clair. Là, pendant les Jeux paralympiques, quand je les regardais, quand je voyais, je comprenais pas, par exemple, tel athlète, pourquoi il vient en fauteuil, un autre qui était plus handicapé, qui arrivait debout. Donc, c'est très bien. Est-ce que quand vous travaillez avec une personne handicapée, vous êtes obligé de raconter votre propre histoire? Parce que nous, pour l'instant, on n'en a pas parlé. Ouais. On ne sait pas de quel handicap vous êtes atteint. Est-ce que c'est quelque chose qui est un passage obligé? Eh bien, les personnes, elles savent déjà que je suis handi. Donc, il y a toute une partie... Parce que vous êtes en fauteuil? Parce que je suis en fauteuil, oui. Et parce que je suis un petit peu connue aussi. Donc, ça aide. À Rennes. En tout cas, à Rennes. Et ça aide. Et puis je crois que c'est mon caractère qui fait que finalement, le handicap, c'est pas le plus important. C'est la capacité à pas se laisser dépasser. Et aller de l'avant. Et vous dites souvent, Servan Letelier, que Ada vous a un peu ouvert aussi les yeux sur le monde du handicap. Et il y a un bouquin que vous avez tenu à nous montrer ce matin, qui symbolise un petit peu tous les cheminements que vous avez eus toutes les deux sur cette question du handicap et de l'amitié. Voilà. Alors, ce livre, c'est un livre de Valentine Gobi. Ouais. Une superbe autrice que j'ai par ailleurs rencontrée déjà, mais qui s'appelle Muren. Et c'est un livre, oui, qui représente un petit peu tout ce qu'on partage avec Ada, c'est-à-dire la natation, ça c'est sûr, la vision du corps, la rééducation, parce qu'Ada sait par quoi elle est passée pour la rééducation, parce que beaucoup d'handis passent par ça, et c'est pas toujours facile. Les kinés, des fois, ils en ont beaucoup marre. Et le parcours des handis paralympiques, le début des Jeux olympiques, les années 60, tous ces... Parce que là, fallait avoir envie. Donc, je trouve que ce bouquin, Il représente... Quand je l'ai lu, j'ai dit, c'est forcé, je le prête à Ada. C'est obligé. Il symbolise quoi pour vous, ce livre? Eh bien, je me suis retrouvée à travers son histoire parce que quand j'ai commencé la natation, j'étais en institution. Et le corps médical n'était pas pour la pratique sportive des handis. Et donc, quand le sport est arrivé, eh bien, nous étions les petits cobayes. Et il raconte tout le début. Moi, quand j'ai commencé à nager, il y avait 2 fédés. Là, il en parle. Et puis, c'est un livre qui s'inspire de nageurs avec qui j'ai nagé. Donc, c'est énorme, énorme. Alors, Ada, ce matin, vous avez voulu mettre en avant 2 parcours, une belle histoire, celle de Sacha et Audrey Loos. Ça fait plusieurs mois qu'elle te suit, Ada. Sacha, qu'est-ce que tu as appris avec Ada? Qu'est-ce que tu apprends au quotidien avec Ada? J'apprends que il faut aussi... comment arrêter de se plaindre parce qu'il y a des cas beaucoup plus graves que nous. Alors toi, tu es atteinte d'une paralysie cérébrale, c'est ça? Oui. Voilà. Et du coup, vous avez des cours de natation? Oui. Et comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu votre petit cours, à toutes les deux. Tu vas dans l'eau, pour commencer. Ouais, je vais. C'est un bon début. Et puis, tu nages, tu fais des longueurs. Ouais, voilà. Et quand on a commencé, si c'est OK pour toi, Oui. quand on a commencé, je suis allée à Combourg. Et puis, avec Sacha, on a rencontré un éducateur sportif. Et en fait, Sacha, son job, je lui ai demandé, côté transmission, de montrer une image positive du handicap. Et elle apprend à nager avec les valides. D'accord. Donc moi, je n'ai fait que le lien. Tout le reste, c'est Sacha, son job, là. Alors, est-ce qu'elle est sympa, Ada, pendant les cours de natation? Ouais. Elle est sympa. Parce qu'elle peut être un peu autoritaire, j'ai cru entendre. Non, mais elle est sympa, mais... Ouais. C'est vrai que la première, c'était chaud. Allez, on va marquer une petite pause. On va aller retrouver Evan qui nous fait ce matin découvrir le train de la relance en gare de Rennes. Et on est en plein dans l'un des wagons du train de la relance avec Pierre. Et je vous avais promis que ça allait vous plaire, Ada, puisque Pierre, tu es président d'une association, le team Jolokia, qui promeut la diversité avec comme support la course au large. Est-ce que tu peux nous expliquer ça de manière un peu plus sympa? Eh bien oui, c'est facile à expliquer. En fait, on a choisi de prendre un bateau de course au large qui fait le tour du monde. Les bateaux de la Volvo Ocean Race. Donc c'est le tour du monde en équipage. Et donc ce sont des bateaux d'habitude réservés à une toute petite catégorie de population, des hommes entre 30 et 45 ans, en pleine forme,
tous Ouais, des vrais privilégiés anglo-saxons. en plus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, des vrais privilégiés. Et nous, on a dit, au lieu de cantonner ça à un tout petit public, on va montrer qu'on est capable d'être performant à bord de ce type de bateau avec des gens de toutes les diversités. Donc on a mis sur ce bateau des personnes en situation de handicap, paraplégiques, non-voyantes, tout ce qu'on veut. Des gens de tous les âges, 18 à 70 ans. La mixité à bord, c'est hyper rare sur les bateaux de course. Ouais, c'est vrai. Des gens de plusieurs nationalités, on a jusqu'à 7 nationalités différentes à bord. Ça fait combien de temps qu'elle existe, l'association, enfin ce team? Depuis 2012 maintenant. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour créer ce type d'initiative? C'est quand même super. Et le déclic, c'est de se dire, est-ce qu'on veut continuer à croire qu'il n'y a qu'une partie de la population qui peut accéder à ceci ou à cela, c'est-à-dire à fonctionner par silo? Parce que la diversité, c'est toujours des silos. On travaille sur les femmes d'un côté, sur les handis de l'autre, sur les musulmans d'un troisième côté, etc. Et nous, ça a été le parti pris inverse. On met tout le monde ensemble, et on construit un projet collectif ensemble. Et c'est ça, c'est ça le vivre ensemble. On ne sait jamais ce que ça veut dire. Ça veut dire créer quelque chose, tous ensemble, sans plus s'occuper de savoir si je suis petit, si je suis grand, si je suis gros, si je suis une femme. C'est du vrai partage entre tout le monde. C'est le vrai partage, et puis on oublie les différences visibles, et on s'occupe de construire quelque chose de palpable ensemble. Et là, le palpable, ce sont des courses au large sur un bateau dont on se dit qu'il est réservé normalement à 3 personnes. Et alors pourquoi parlons-nous de course au large dans un train, me direz-vous? D'ailleurs, on va en sortir de ce train. Mais tu vas nous expliquer, Pierre, quel est le lien entre la relance et le team Jolokia? Alors le lien entre la relance et Jolokia, c'est surtout le soutien qu'on a eu de l'État avec le PGE. Le prêt garanti par l'État. Voilà, le prêt garanti par l'État, qui nous a permis de passer cette crise du Covid, du confinement, etc. Et donc aujourd'hui pouvoir relancer notre activité. Voilà. Et d'ailleurs, votre activité, elle va prendre un tournant dans quelques temps. Exactement, elle est en train de prendre un tournant. Elle est en train. C'est-à-dire qu'on va abandonner gentiment, au fur et à mesure, la course au large. Et on va se développer sur de nouveaux terrains. Alors on pense aller soit vers d'autres sports, soit vers le milieu de la culture, mais en gardant cette même idée, c'est-à-dire de réunir des gens d'absolument tous les horizons et de créer des objets communs. Donc si on prend l'exemple de la culture, par exemple, on pourrait imaginer de faire de la musique avec des gens de tous les milieux, puis avec des gens qui auraient, par exemple, qui feraient, je sais pas moi, de la musique classique et du rap. Et de dire, est-ce qu'on est capable de créer quelque chose ensemble? Et vous voyez bien que si on réunit des gens qui font du rap et de la musique classique, c'est pas les mêmes populations. Pas les mêmes univers, non. Mais si on les fait créer ensemble, on a gagné notre pari qui est de dire, on arrive à faire un collectif. Mais elle est trop bien ta vie, c'est génial ce que tu fais. On essaye. Bravo, en tout cas, merci de l'avoir partagé avec nous. On se retrouve tout à l'heure où on continuera de parler de la relance en compagnie de Madame la sous-préfète qui va tout vous expliquer si vous aussi vous tenez à participer à ce plan de relance. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. J'imagine que les propos de Pierre, vivre ensemble, c'est-à-dire, ça veut dire aussi construire ensemble. Oui. Ouais. Oui. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Déjà, il dit les handis, ça me plaît. et il mélange. La différence, c'est pas ça l'essentiel. Et j'aime beaucoup ça parce que moi, je dis que la différence, moi, je la cultive, ma différence, pour éviter l'indifférence. Et je trouve que ça résume ça. Alors, on va revenir un petit peu sur Sacha et Audrey. Audrey, qu'est-ce qui vous a poussé à faire appel à Ada pour accompagner Sacha? Parce qu'à un moment donné de sa vie, Sacha, il y a à peu près 5-6 mois, était vraiment au fond du gouffre. Elle se disait qu'elle ne pourrait rien faire de sa vie. C'était vraiment un questionnement auquel moi, je ne pouvais pas répondre émotionnellement parlant. Et donc, elle est passée par un hôpital qui ça n'a rien fait, en fait. Enfin, c'était pas ça dont elle avait besoin. Et donc, du coup, ma maman a été sur Internet et a trouvé le prénom Ada. J'ai regardé la vidéo et dans l'heure qui suit, j'ai appelé Ada, qui m'a répondu aussitôt. Et ça a été une révélation. Ça a été une révélation pour Sacha, de l'espoir énorme pour elle, en disant que c'est pas parce qu'on est dans un fauteuil qu'on ne peut pas réussir sa vie et être battante. Et vous voyez déjà les évolutions depuis la rencontre? Oui. Ouais. Oui. Elle se moque un peu plus, je trouve,
des camarades qui l'ignorent. Je pense qu'elle s'est forgée en quelques mois, depuis qu'elle a rencontré Ada, un caractère et en se disant « je suis capable de ». Et la natation, je pense, lui fera énormément de bien. Qu'est-ce que tu aimes chez Ada, Sacha? J'aime bien que quand elle veut quelque chose et elle l'a. Et ça, c'est quelque chose que j'adore chez elle. Ouais. Et c'est super bien. Je trouve que c'est une super femme, Ada. Ouais. Elle t'inspire, elle t'inspire. Ce rôle modèle, Ada, finalement, que vous représentez pour Sacha, comment vous le recevez? Comment je le reçois? Comme un encouragement. Et puis, ça montre que je suis bien à ma place. Et quand on entend Audrey raconter un petit peu les émotions que traverse Ada, ça vous rappelle, vous, quand vous étiez ado aussi? C'est pas la même histoire parce que Sacha évolue en milieu ordinaire alors que moi j'ai évolué en institution. Donc j'ai grandi avec mes pères alors que Sacha elle est toute seule où il y a peut-être un ou deux élèves handicapés mais qui ne lui ressemblent pas. Donc l'enfant évolue dans un monde dans lequel il n'y a personne qui lui ressemble, il n'y a pas de projection. C'est compliqué, hein. Je trouve que pour les loulous aujourd'hui, c'est compliqué. Et en même temps, l'institution, c'est pas non plus C'est vivre ça. un milieu C'est ça. adapté Complètement. continuellement. C'est pas ce que vous aussi vous trouvez de génial. Moi, je pense qu'il faut des deux. Et il faut une culture du handicap, c'est-à-dire pour faire en sorte d'en faire un partenaire. Et ensuite, être préparé à aller avec les valides. Comme j'ai pu le vivre quand j'ai intégré le club, c'était pas n'importe qui pouvait l'intégrer. C'est pas pour dire que moi je suis... C'est pas ça. Hein. Mais c'est une réalité, Servane. Oui. Et il fallait Surtout en avoir du 90, caractère. Surtout en 90. Ouais. Surtout en 90. Donc c'est ce côté-là, ça permet à Sacha de se dire, je suis pas toute seule. Et puis ce qui est super, et pour moi c'est important de le dire, c'est que Audrey est une ancienne nageuse. C'est ce que j'allais dire. Vous m'avez coupé la transition, mais allez-y, je vous en prie. Bah oui, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que l'eau aussi, c'est un Moi, la élément liberté aussi. fondamental. Alors même si je suis valide, ça a été... Malgré tout, même quand on est valide, on passe des étapes dans la vie qui ne sont pas obligatoirement faciles, surtout à l'adolescence. Et la natation, moi, c'était mon groupe d'amis. J'y allais 4-5 fois par semaine. C'était super, les week-ends en compétition. C'était vraiment... Et de voir votre fille aujourd'hui prendre le relais. c'est... Mais je sais qu'elle fera beaucoup mieux que moi. Ouais. Justement, Sacha, est-ce que tu as envie de faire du sport de haut niveau? Tu as envie de faire de la natation en compétition? En fait, oui, j'aimerais bien. C'est un grand souhait pour moi. Et puis, de prendre la relève. Bon, on ne te met pas la pression, c'est si tu en as envie, hein, d'accord? On est bien d'accord. Ada, je voulais revenir, vos coachings ne s'adressent pas forcément aux personnes handicapées. Vous êtes aussi très ouverte, vous coachez aussi des valides, comme c'est le cas notamment à la prison de Vezin-le-Coquet où vous avez coaché des détenus. Quelle est votre approche, quel que soit le groupe finalement que vous avez devant vous? J'imagine que votre profil étonne parfois. Oui, la première fois, ils ne savaient pas que j'étais handicapée. Alors les gars, il y a un gars qui me dit, si j'avais su que c'était une femme qui allait me faire de la muscu et en plus handicapée, je ne serais jamais venue. Donc ça a été une belle surprise et en même temps, ce qui leur convient apparemment, c'est mon caractère. Et puis bientôt, je vais aller voir les femmes. D'accord, à la prison des femmes. À la prison des femmes auprès du quartier déradicalisé. Donc là, ça va être une autre aventure et je trouve ça chouette. Alors vous êtes devenue au fil des années quand même un visage du monde du handicap. Vous êtes l'une des effigies de la dernière campagne de la GFIP. On regarde. Le progrès, c'est se renouveler, se réinventer, pour faire avancer la société. Le progrès, c'est sortir de sa zone de confort et répondre à de nouveaux enjeux. Ada Guerchouch est coach en entreprise. Elle vit hors de sa zone de confort en permanence. Le progrès, c'est moi. Ensemble, faisons progresser les entreprises grâce aux personnes handicapées. Le progrès, c'est vous, Ada Guerchouch. L'emploi, c'est aussi un de vos chevals de bataille. Oui. Pourquoi?
Parce que si je reviens à la natation, hein, à chaque fois je reviens à la natation, parce que aussi la natation, ça touche les 5 sens. Et quand on fait du sport, on s'approprie son corps. Et quand je vais à la recherche d'un emploi avec un handicap qui soit visible, invisible, c'est un corps que je présente. Et donc, l'emploi, c'est aussi une autre passion. C'est parce que ça me semble important de prendre sa place dans la société et arrêter d'attendre qu'on nous donne la place. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, vous avez marqué au fer rouge la date de votre premier CDI, 4 janvier 93. Exactement. Pourquoi ? C'était temps, hein, parce que j'ai passé plus de 6 ans avec des emplois précaires. Et le 4 janvier 93, j'arrive au CMP Beaulieu en tant qu'éducatrice sportive. Et à la base, je suis secrétaire, comme toutes les femmes en dit. Et là, yes, j'étais enfin, éduc sportive. C'est symbolique, mais très important. Hyper. Allez, c'est l'heure maintenant d'aller retrouver Evan pour la dernière fois, qui lui aussi rencontre ce matin des personnes très inspirantes. À Lorraine Fanté, on vous parle de relance depuis le début de l'émission. Qui de mieux que la sous-préfète en charge de la relance dans la région Bretagne pour nous donner un peu plus de détails. Bonjour Madame la sous-préfète. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez commencer par nous donner en détail le contenu de ce plan France Relance ? Alors le plan de la relance, c'est un plan qui a été décidé par le gouvernement le 3 septembre 2020, qui a été lancé, donc c'est un soutien inédit, massif pour l'investissement de 100 milliards d'euros et qui est bâti autour de 3 piliers thématiques. La compétitivité, l'écologie et la cohésion sociale et territoriale. Alors on va en parler un peu plus en détail. La relance, ça passe aussi par l'emploi. D'ailleurs, on se trouve sur le parvis sud de la gare de Rennes, devant le village de l'emploi qui fait partie de l'opération du train de la relance. Parce que l'emploi, c'est quand même le pilier, la clé de voûte de cette relance pour le pays. Tout à fait, l'emploi fait partie des priorités et des éléments importants dans le cadre du plan de relance. Alors en particulier, on a une cible, c'est les jeunes. Donc dans ce village de l'emploi, il y a un dispositif particulier qui est mis en œuvre. C'est le plan Un jeune, une solution. À l'échelle de la Bretagne, aujourd'hui, on peut dire que près de 150 000 jeunes ont bénéficié de ce dispositif, soit pour trouver un travail, trouver un apprentissage, mais également engager une formation, notamment dans les secteurs clés que sont l'industrie, le numérique, le social ou l'écologie. Il y a un site qui est très bien fait d'ailleurs pour les jeunes où on peut vraiment trouver tous les dispositifs mis en place. Et pour revenir sur les thématiques dont on parlait tout à l'heure, l'écologie, l'économie, la cohésion, est-ce que vous avez des exemples d'entreprises ou d'associations qui ont été aidées par le plan France Relance en Bretagne ? Alors effectivement, les mesures sont très nombreuses, hein. Les publics sont variés. On a vraiment, France Relance en fait offre des opportunités concrètes à toutes et tous. Donc en termes d'exemples concrets, je pourrais parler notamment d'une entreprise située dans le Morbihan. C'est la bonnetterie Le Minor, qui est la plus ancienne bonnetterie encore en activité aujourd'hui. À Guidel, oui. Tout à fait. Et donc en fait, grâce aux aides de France Relance, elle a pu investir dans du matériel productif, donc acheter une tricoteuse circulaire. Et comme ça, plus d'emplois en Bretagne. Embaucher 12 personnes. Tout à fait. Et il y a aussi le conservatoire du littoral, il me semble. Oui, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, effectivement. C'est la rénovation du sentier côtier du port de Gunzegal, à Ploua, dans les Côtes d'Armor. Et donc, grâce au soutien apporté par France Relance, le sentier côtier qui est à flanc de falaise va pouvoir être reconstruit et ainsi, le site sera sécurisé et permettra à nouveau l'afflux de touristes. Il y a plein de projets qui sont déjà en train d'être aidés et qui vont être aidés dans les mois prochains. Il ne faut pas hésiter à regarder le petit label France Relance. Souvent, il l'affiche fièrement. Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous donner les fonctions d'une sous-préfète? C'est la première fois que j'interviewe une sous-préfète, je suis presque intimidée. Alors en tant que sous-préfète à la relance, j'ai une mission particulière qui consiste à coordonner les acteurs, apporter un peu de fluidité, puisque comme on l'a dit, les mesures sont très nombreuses, les acteurs également. Donc l'idée, c'est vraiment de partir à la rencontre des forces vives du territoire, échanger avec elles et pouvoir identifier d'éventuels facteurs de blocage afin de les lever rapidement. Bon, eh ben, on ne doute pas que vous le faites très bien et que vous allez continuer à le faire. Merci beaucoup pour votre temps en tout cas. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Continuez à diffuser des ondes positives partout autour de vous et on se retrouve très vite parce que vous êtes formidables. Beaucoup Evan, et à demain. La sous-préfète parlait à l'instant de blocage. Pour vous, à Daguerchouch, c'est quoi le plus grand blocage pour une personne handicapée aujourd'hui en France ? Un des premiers, pour moi, c'est le processus de pensée. C'est penser que ce n'est pas possible. C'est le plus grand blocage. Pour vous ? Et je pense que ça ne concerne pas que les handis. En tout cas, vous l'avez levé pour toutes les personnes qui sont ici autour de nous. Alors, quand on fréquente à Daguerchouch, il y a un mot qui revient très souvent, c'est le mot zanzan. Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi, les zanzans, Servane L'Hôtelier ?
C'était les handicapés, c'était les zanzans. Ouais. Ouais, c'est comme ça, ils ne voulaient pas qu'on dise... nous, notre groupe de nageurs, ne voulait pas qu'on parle de handicapés, elle disait les zanzans. Ouais. Et tu avais fait ton petit reportage Planète Zanzan. Oui. Donc voilà. Donc c'est resté. On dit moins maintenant. Ouais. On dit Andy Vous maintenant. continuez un petit peu, parce que vous parlez de Sacha en disant ma zanzan d'amour, mon petit ange. C'est important l'humour aussi quand on est... Oui, c'est important de prendre les choses avec dérision et ça n'empêche pas. C'est Alexandre Jolien qui dit le handicap n'est pas le handicap, c'est pourquoi je l'appelle le handicap. C'est-à-dire que je ne me concentre pas dessus, mais je ne le néglige pas non plus. Alors vous savez, on est très chauvin dans notre émission, puisqu'on est à France 3 Bretagne, évidemment. Ça fait 30 ans que vous avez posé vos valises dans notre région. Qu'est-ce que vous avez en vous de breton? Alors, la convivialité, la parole, la fiabilité, je pense. Parce que je viens d'une région où on parle beaucoup, mais ma crache l'eau. Hein. Parce que vous êtes né en Algérie, hein, c'est ça? Je suis née en Algérie et j'ai grandi en Rhône-Alpes. D'accord. Donc en Rhône-Alpes, les personnes peuvent dire oui et en fait c'est non. Alors qu'en Bretagne, avant d'avoir le oui, il y a tout un processus et une fois que le oui est là, c'est pour la vie. Et quand on vous a posé la question de savoir est-ce qu'il y a un lieu particulier en Bretagne qui vous plaît, vous m'avez dit partout, parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, on m'accueille super bien. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, oui, et puis, très régional. Et puis cet été, je pensais à une chose, je me disais, tiens, la Bretagne, je la pratique pas, je la regarde. J'étais dans le 29, je ne sais plus quel endroit. Dans le Finistère, oui. Oui, dans le Finistère, mais je ne sais plus dans quel coin, et j'arrive pas à me rappeler. Mais en tout cas, la mer était magnifique. Je suis allée à Paimpol, enfin, dans plein d'endroits. Et en fait, je ne peux pas y accéder. Et ça n'a pas été frustrant. Donc, le processus de pensée, c'est ça. Je crée ce que je crains. Et ben moi, je me dis, je crée ce que je veux. OK, tu n'y accèdes pas, mais regarde comme c'est beau. Et donc, la Bretagne, il y a des paysages incroyables. Et qu'est-ce qui fait la force de cette région, selon vous? Je pense que c'est son caractère. La Bretagne, les Bretons, ils lâchent pas, hein, les Bretonnes non plus. Et puis, le sens de la fête. Hein. C'est en Bretagne que je l'ai découvert. En Rhône-Alpes, c'est pas la même chose. À peine. Une petite fête, hein. Mais c'est bien aussi. C'est important de célébrer. C'était dans les âges aussi. Hein. Oui. Vous faites un peu moins la fête maintenant? Un petit peu moins. Mais non, mais avec Ada, elle était un petit peu plus âgée que nous, donc... C'était la seule qui avait son propre appartement. Donc évidemment, c'était chez elle. Hein. Et Servane, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous? Oui, vous m'avez dit parce ces derniers mois, ces dernières années, sous le Covid-19, ça a été aussi quelque chose, un pilier important pour vous. Oui, parce que pendant le confinement, donc j'avais besoin d'aide, ne serait-ce que pour gonfler mes pneus, c'était tout bête. Et comme personne n'approchait personne, j'attendais, hein, j'étais un peu comme d'autres. Et puis un jour, Servane, elle a fait le tour de ses patients parce que c'est ma kiné. Maintenant, donc c'est royal, comme ça, une fois par semaine, on est à fond en natation. Sans nager, on est dedans. Et elle a appelé, et puis donc elle m'appelle, elle a appelé tous ses patients handicapés et elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Alléluia. Donc elle est venue, elle m'a gonflé les pneus, on a pu manger ensemble et sortir de cette espèce d'isolement. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes très très bien entourés et ça se sent. Alors, je voulais finir cette émission parce qu'on a commencé par une photo. On va finir avec une photo parce que vous allez intégrer notre album de la famille Vous êtes formidable. Donc, ça va être lors de la séance photo. Je remercie ceux qui nous ont regardés ce matin. Je vous dis à demain et encore merci pour votre fidélité. Vous êtes prête, Ada? Ouais. Comme ça, vous aurez la photo avant et après. C'est parti. Je me sens tout de suite... Alors, il faut que je prenne un petit peu de temps. Je dis rire quand même. Voilà, super. Comme ça, vous pourrez le signer. Vous allez intégrer notre petite trombinoscope.